Bonjour et bienvenue dans ce club expert ActuSite Club Patrimoine. Et non, ce n'est pas un club expert immobilier, vous aviez l'habitude. Aujourd'hui, on parle de club expert flexible. C'est une première. Et quelle première? On a un plateau de stars pour démarrer. Donc on est très heureux. Alors, par ordre d'apparition à l'écran, Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan. Brice Angers, le charismatique patron de MNG Investment France. Alors, c'est pas par ordre, pardon. Gilles Ménard, j'allais dire Malik Adoupé, pas du tout. Gilles Ménard et son nœud papillon légendaire, bien évidemment. Gilles Ménard, vous le connaissez, il gère le pôle flexible de la Française AM. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin, allez. Malik Adouk, le seul qui arrive à m'engueuler en plateau, quand même, j'adore ça. Et Malik, on le connaît, il est déjà venu sur ce plateau, il gère la gamme CPR Croissance. Alors, messieurs, je vous livre un texte des Échos d'hier et je lis, de plus en plus d'investisseurs pointent des risques de bulles et de crise, alors y compris des gourous de Wall Street. On parle de Jamie Dimon, qui, on le citait hier dans les Échos, le PDG charismatique pour le moins, ça on peut le dire, de JP Morgan. JP Morgan Général. Un sondage montre que ces inquiétudes sont partagées par les gérants. Figurez-vous, 54% des gérants se disent inquiets d'une crise obligataire et d'une crise sur le marché action. En même temps, il faut remonter, messieurs, à 12 ans, nous dit-on, pour retrouver une telle inquiétude. Alors vous imaginez que notre débat va être animé. En tout cas, il y a beaucoup d'attentes dans ce débat et on le voit avec le nombre de questions, Georges, puisque ça n'arrête pas, on n'en avait jamais eu avant autant. Alors, 3 parties dans ce débat. On va d'abord essayer de poser le débat et de comprendre ce que sont les flexibles, parce qu'on a quand même l'impression que c'est un fourre-tout et que qui dit fonds flexibles ne parle pas du tout de la même chose. Donc, les deux questions seront: que sont effectivement les flexibles? Est-ce que c'est une méthodologie ou une carte blanche aux gérants? Et puis surtout, comment comparer ces fonds? Vous êtes 4 sur ce plateau. Parle-t-on des mêmes choses et de la même manière de gérer? La grosse partie, bien évidemment, de ce débat, c'est où en est-on, des marchés très élevés, le risque obligataire. Au fond, est-ce que gérer flexible aujourd'hui, c'est être équilibriste? Et messieurs, êtes-vous venus avec votre balance? C'est la question. Et puis enfin, on prend un peu de promo, mais de la promo intelligente. Vous nous direz où vous en êtes dans vos maisons, comment ça se passe, quels sont vos niveaux d'exposition quand on parle de flexible, et sur quel fonds il faut aller chez vous, au fond. Et vous allez nous raconter cette histoire. Mais vous le savez, on a notre joke habituel d'avant-plateau, et que serions-nous sans lui? Le sifflotant Georges de la Taille, celui qui porte la particule comme le rossignol voit arriver le printemps, avec une certaine légèreté, je dois dire. Il va nous expliquer la règle du jeu ou la règle du chat. Bonjour Jean-Pierre, vous êtes définitivement un poète, je ne sais plus quoi dire. Règle du jeu toujours aussi simple, toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo. On a déjà eu presque 50 questions, donc on a battu nos records de début de chat, donc c'est plutôt de bon augure pour un chat très intéressant et assez vif. C'est parti, alors on rentre directement dans le vif du sujet. C'est quoi un fonds flexible? De quoi parle-t-on? Est-ce que on voit les classements sur les différents sites, Morningstar, Cantalis, etc. Et au fond, est-ce qu'on ne mélange pas des choux et des carottes? Est-ce qu'on parle de la même chose? Et comment surtout vous comparez? On voit bien que les distributeurs, ils ont de plus en plus envie d'aller, dis donc aujourd'hui, d'aller sur les flexibles parce qu'ils ont du mal eux-mêmes à se décider. Ils se disent, au fond, on vous fait confiance, mais est-ce que cette confiance, c'est juste confiance comme dans le livre de la jungle, ou est-ce qu'il y a une vraie méthodologie? Qu'est-ce qu'un flexible? Allez, Malik. Alors, chez CPRAM, ce sont des fonds diversifiés internationaux. Et la particularité chez nous, c'est que ce sont des fonds d'allocation d'actifs qui utilisent toutes les marges de manœuvre à leur disposition. Donc, être flexible, c'est être réactif et gérer par conviction et s'affranchir un peu des benchmarks. Si on pense que les marchés sont dans une tendance haussière, on va augmenter fortement l'exposition action. Et inversement, si on considère que les marchés sont dans une zone dangereuse, on va essayer de protéger le capital en réduisant l'exposition aux actions, mais de manière effective, et non pas se dire flexible et ne pas utiliser les marges de manœuvre. Vous ne mentiriez pas. Donc non, mais chez nous, en tout cas, le client a accès à nos expositions toutes les semaines, donc il peut voir comment on bouge effectivement. Mais néanmoins, il y a une gamme de 3 flexibles, par exemple, chez vous. Oui, alors, il y a des flexibles patrimoniaux. La flexibilité, c'est en fait la marge que vous avez sur votre exposition. On a un fonds patrimonial. Le fonds patrimonial, il est différent. Le fonds patrimonial, on essaie quand même de protéger beaucoup plus le capital. On ne va pas prendre le même risque que sur un fonds flexible comme croissance réactive, où la marge de manœuvre sur l'exposition varie de 20 à 80. C'est différent. D'accord. Tout en réfléchissant. Plus on prend de risques dans la flexibilité. Oui. Gilles, vous, c'est un fonds, Alors nous, à la Française, effectivement, on a un fonds qui s'appelle la Française Patrimoine Flexible, qui a vocation effectivement à permettre aux clients de s'indexer au marché des actions et à protéger effectivement le capital en cas de marché adverse. C'est vrai que c'est un univers assez hétérogène aujourd'hui, le monde de la gestion flexible, mais j'ai envie de vous répondre, enfin en tout cas chez nous, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses, que c'est parce qu'on est patrimonial qu'on est flexible en fait. C'est-à-dire que c'est parce qu'on souhaite protéger les investisseurs dans des phases de marché adverse qu'on a besoin, qu'on
que ça nécessite effectivement d'adopter un comportement flexible et d'ajuster, comme le disait Malik, les bornes d'investissement, notamment sur les grandes classes d'actifs. Chez nous, en fait, on a le fonds en question a des bornes d'investissement 0,65 par exemple sur la partie action. C'est des bornes qu'on utilise de manière Zéro, ça arrive? Non. on a pu s'en rapprocher de très près, en tout cas. Ouais, Ok, ouais. oui, chez MNG, comment nous, ça marche chez- la flexibilité? Ça marche Bien. très bien. Ça marche très bien. En fait, l'idée, c'est d'offrir aux clients un produit qui va évoluer en fonction de l'évolution des marchés. Les clients aujourd'hui, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas professionnels, ils ne sont pas le nez rivé, les yeux rivés sur les marchés tous les jours, et donc pas capables d'acheter un jour des obligations, le lendemain des actions, le lendemain du dollar ou de l'euro. Donc l'idée, c'est de leur offrir un produit, une solution d'investissement, c'est plus une solution d'ailleurs qu'un produit, qui va évoluer en fonction de l'évolution des marchés, en investissant sur les actions, sur les obligations, sur les devises et au niveau international. L'idée, c'est clairement de répondre à l'attente des clients pour avoir au final un fonds qui ressemble comme un mandat de gestion. Et alors, par exemple, vous venez de sortir un fonds prudent allocation, donc quand même dans la flexibilité, là aussi, vous avez différentes visions. Et d'ailleurs, j'étais à votre dernière convention, et les CGP disaient « moi, je veux rester sur dynamique ». Alors, c'est quand même compliqué de les faire passer de l'un à l'autre, non? Mais là, Et là, c'est eux qui choisissent, c'est pas... on est dans le monde de la finance Ouais. comportementale. Eh oui. Les marchés ont monté pendant 2, 3, 4, 5 mois d'affilée. Ouais. Donc tout le monde veut y aller. Et c'est précisément dans ce genre de contexte où il faut peut-être prendre un peu de recul sur les choses, avoir un œil objectif sur les valorisations et peut-être regarder des profils flexibles, mais peut-être un peu moins risqués. C'est pour ça qu'on a lancé un fonds prudent. Oui, donc il y a à là, peine c'est 15 quand même le jours. client qui fait un peu la flexibilité en fonction de son niveau de risque. Hein. Ah, il faut que le client, de toutes les manières, par Prenne son rapport risque. à son profil, détermine un risque. Et par rapport à ce risque, vous allez avoir des produits flexibles, des solutions flexibles plus ou moins adaptées. D'accord. Vincent, vous, alors, chez JP Morgan, des fonds, il y en a autant qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Hein. Alors, c'est quoi la flexibilité chez vous? Il y a surtout un fonds, en tout cas qu'on avance sur le marché français, et je dirais que notre processus de gestion, il est parti du client avant tout. On se rend compte que l'investisseur européen, avant d'une solution d'investissement, est à la recherche de rendement. On le voit dans ses investissements, il cherche, il épargne, il met de l'argent sur son livret A, dans des fonds euros. Il est à la recherche d'un rendement équivalent à ce qu'il pouvait générer son portefeuille immobilier par le passé, son portefeuille obligataire, et qu'aujourd'hui il ne trouve plus. Donc on a vraiment développé une offre flexible qui met l'accent sur la génération de rendement. Derrière, on s'est en effet libéré du carcan des benchmarks, on s'est donné une large marge de manœuvre pour pouvoir chercher ce rendement de manière globale et quelque part exploiter les expertises maison que nous avions partout dans le monde. Et alors, quand vous parlez, là vous venez de faire une comparaison fonds euro, livret A, etc. On est quand même sur des trucs très, très, très prudents. Moi, quand j'entends flexibilité, j'entends je peux aller prendre beaucoup de risques. Oui ou non? En effet, je pense que vous mentionnez un point important. Alors, je dirais, nous, les limites que nous nous fixons dans la façon dont nous gérons ce fonds, ce ne sont pas des limites de benchmark ou des contraintes en effet d'indice, mais ce sont des contraintes de volatilité. Donc, on va toujours essayer d'évaluer dans une marge de volatilité globalement comprise entre 7 et 12%. Voilà, ça, c'est fixé. Et on va veiller à ce que, dans les opportunités de rendement qu'on peut trouver sur le marché, dans la composition du portefeuille, on reste bien là, dans cette fourchette-là. Alors, je ne vais en aucun cas comparer ce fonds flexible à la sûreté qu'offre le livret A ou le fonds euro, mais en tout cas Non, une vous avez alternative donné en matière de volatilité. rendement, voilà, plus volatile, mais enfin pas la volatilité des marchés d'actions ou d'autres structures. Merci de me donner l'occasion de cette transition. Si aujourd'hui, je vais sur ces fameux sites, Morningstar, Cantalis, etc., et j'ai tout un tas de fonds flexibles. En fait, j'ai l'impression qu'on mélange des choux et des carottes. Comment je peux comparer ces fonds entre eux? C'est de la folie pour un distributeur ou pour un client. Alors, c'est quoi? C'est le ratio de Sharpe, la bonne idée, pour dire je mets un ratio de Sharpe et comme ça me fait une hiérarchie, Malik? Non, mais déjà, il faut connaître l'univers d'investissement dans lequel le fonds investit, parce que vous avez des fonds diversifiés qui sont Les eurocentrés. classements sont mal faits aujourd'hui, non? Certains sont mal faits, d'autres sont Lesquels, mieux faits. lesquels, Malik, allez. Non, je ne vais pas dire quels sont. Non, mais c'est vrai, le terrain de jeu est important. Vous avez des fonds, surtout en France, qui sont eurocentrés, dont la majeure partie des expositions portent sur la zone euro, que ce soit sur l'obligataire, ou que ce soit sur les actions. Il y en a d'autres, comme les nôtres, c'est international, c'est toutes les classes d'actifs. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Sur la deuxième On a question. du mal aujourd'hui. Alors, mettez-vous à la place d'un client privé. Hein, pour aller comprendre, alors, il faut rentrer, mais il n'a pas le temps. Aujourd'hui, on ne trouve pas bien, il n'y a pas de comparateur, de site qui permet vraiment de comprendre où on est, non? Il y a les profils de risque, comme disait D'accord. monsieur tout à l'heure aussi, qui rentrent en compte. Quelle est la volatilité maximum que vous autorisez sur les fonds? C'est important. Une volatilité de 7, une volatilité de 15, ce n'est pas la même chose. Après, comment on compare quels sont ceux qui sont performants ou pas? Il faut regarder la performance ajustée du risque, il faut regarder la perte maximum que le fonds a pu atteindre au cours des 3 dernières années. Mais je vous rassure tout de suite, hein,
la gestion flexible, on va voir quels sont ceux qui sont flexibles ou pas dans les mois qui vont Oui, venir. c'est ça, c'est la Parce fameuse qu'on a phrase connu- de Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit... Non, mais parce qu'on a connu 5 années de marché haussier, donc tout le on monde va y a... venir tout à l'heure. Tout le monde a Alex. pris la vague et donc il fallait être juste exposé au marché. D'autres étaient plus exposés que le reste. Mais là où les investisseurs vont nous attendre, c'est quand ça va se retourner et si ça se retourne, quels sont ceux qui vont utiliser cette flexibilité pour pouvoir couvrir le portefeuille. Exactement. On continue. Gilles, alors vous, avec votre fonds, au fond, vous êtes un peu en difficulté avec ceux qui ont plusieurs fonds dans la gamme. Est-ce que vous êtes en risque, c'est à vous vraiment de mettre la manette, le curseur? Comment vous vous comparez aux autres? Alors, on se compare, je pense On que se compare pas. le critère de volatilité est important. Je pense que c'est un bon indicateur, selon nous, pour effectivement mesurer le type de fonds sur lequel on rentre. Donc ça, c'est un bon élément. Par exemple, pour nous, on a une vol max qui est contrainte à 10, donc c'est un élément D'accord. tangible, en fait. Ok. On n'est pas très éloigné de ce Voilà, qui a été commence évoqué. à voir. Hein. Voilà, on voit qu'on a quelques notions, effectivement. Et puis après, je suis assez d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où on a eu effectivement une succession d'années entre guillemets facile, où effectivement on avait une appréciation de la plupart des actifs risqués, et qu'aujourd'hui effectivement on se rapproche de points un petit peu plus compliqués, où il va falloir piloter les choses sans doute de manière beaucoup plus tactique et beaucoup plus flexible, exploiter les marges de manœuvre dont disposent les On va gérants. rentrer tout à l'heure dans le moteur et vous allez nous expliquer dans la situation dans laquelle on est. Aujourd'hui, où sont vos manettes et ce que vous faites vous. Brice, vous, alors, pareil, flexibilité. Je reviens à ces deux fonds là. Moi, ça m'a vraiment impressionné l'autre jour à cette convention où tout le monde voulait du dynamique et vous disiez prudent, c'est pas mal. Et après, à la fin, vous laissez la main à qui? Au client, au fond. Hein. Moi, je pense que la volatilité, ce n'est pas toujours une terminologie qui est comprise du client final. C'est un terme assez technique. Oui, alors si on parle de Sharpe, c'est pire. Hein. Voilà, donc je pense qu'il faut parler un peu le langage du client final. Et en l'occurrence, ce qui comprend le client, c'est la marge d'investissement en action. Je pense que la marge d'investissement en action, ça détermine assez bien le profil de risque d'un fonds flexible. Nous, on a un dynamique qui va de 20 à 60. On vient d'en créer un qui va de 0 à 35. Et il y en a un autre qui va de 0 à 20. Donc ça, par définition, c'est facile à expliquer, c'est facile à comprendre. Et à l'arrivée, on a un profil de risque en termes de volatilité qui traduit assez bien, je dirais, le profil. Vous dites la vol, c'est pas mal, mais au fond, il faut parler autrement au client. Bah oui, moi je pense qu'il faut parler le discours qu'il connaît. Aujourd'hui, le client, il investit Malik, en il est pas action. d'accord, il est pas d'accord. Ouais, il a Je suis besoin d'accord, mais je vais juste lui dire que le niveau d'exposition en action vous donne une idée de la vol aussi. D'accord, oui. Oui, c'est juste la terminologie qui n'est Oui, pas la même oui, par rapport au client final. bien sûr. D'accord. Chez vous, donc, ce niveau de vol, ça se comprend bien de la part du client? Vous pensez que c'est la bonne... Non, je ne pense pas que ce soit le meilleur paramètre pour communiquer auprès du grand public, mais enfin, c'est un paramètre sur lequel on communique. Enfin, je veux dire, en tout cas, que le régulateur nous demande également de communiquer, qui est important. Ah, voilà, le régulateur. Je pense que également dans les éléments que nous communiquons, enfin, certainement, c'est au-delà, c'est la capacité puisque nous avons un biais revenu dans ce fonds, mais c'est de communiquer la capacité de génération de revenus, en tout cas des investissements qui sont réalisés à une échéance de 12 mois. Ça donne également, finalement, notamment on parle de volatilité, on parle de marchés qui ont atteint des niveaux importants et on pourrait peut-être craindre une correction. En tout cas, nous, on n'a pas de certitude quant à l'évolution des marchés dans les prochains mois. Par contre, on peut offrir une relative certitude. On va y venir, hein, votre boss, il commence à avoir mais par des contre, idées, on peut, au temps présent, moi je peux avoir déjà une relative certitude du flux de revenus qu'on va avoir dans le fonds, sur base de dividendes, des coupons et ainsi de suite, que nous toucherons les 12 prochains mois et qui sont, je dirais, sauf Armageddon financier, eux, relativement sûrs. Donc ça permet également de tangibiliser un petit peu la proposition de service aux clients. Très bien, messieurs, je crois qu'on a... Est-ce que, pardon, une dernière question, oui, non. Est-ce que, souvent j'entends des CGP me dire, il faudrait quand même scinder en deux, patrimoniaux et flexibles, un peu carte blanche. Est-ce que ça serait déjà une bonne idée de séparer les deux, non? Oui. Pour le client final, Oui. oui. C'est une bonne idée, on pourrait déjà... Ça donnerait une idée déjà, hein. Oui. Je pense qu'il y a des fonds flexibles qui sont des fonds patrimoniaux et d'autres qui visent un... Voilà, en un tout cas, niveau de la risque vol est quand même différent. très... L'écart de vol est très important, oui. Je n'aurais pas d'avis divergent, je pense qu'il faut de la transparence, il faut que ce soit en effet Très très bien. clair pour le client final, pour qu'il ait Allez. le meilleur produit face à ses besoins. Notre rossignol, Georges, va nous poser les Je vous questions. gracierai de siffler, Jean-Pierre. Je suis peu talentueux. Non, on n'arrive pas à faire des questions, sauf de dire finalement, ça va un peu avec la patrimoniale, c'est donc pour quel type de client on doit donner des fonds flexibles? Tous, non, mon capitaine? Moi, j'ai récemment convaincu ma maman, qui a reçu son capital pension. Vous pouvez la saluer de si vous mettre, voulez. Je salue ma maman au passage, eh bien, de considérer comme moi, eh bien, voilà, de passer une partie de son capital pension dans un fonds flexible tel que Global Income.
Elle a, a priori, à 60 ans, encore une belle espérance de vie devant elle, et donc un horizon d'investissement relativement important. Et voilà, je pense que dans une conception, en tout cas, de gestion patrimoniale saine, eh ben, c'est un beau produit de cœur de portefeuille. Oui, en fait, est-ce que c'est pas pour un conseiller, on va parler au Moi, je pense conseiller, que pour le peut-être conseiller- pas qu'à vos mamans, est-ce que c'est pas la bonne idée de dire je prends les 5-6 meilleurs gérants flexibles, ce que je trouve très talentueux, puis au fond, la vie est belle. Ah bah quoi, si, non moi je suis absolument C'est- convaincu qu'aujourd'hui on offre au client final une véritable solution. On investit sur 3, 4, 5 fonds flexibles un peu différents, un peu décorrélés. C'est comme si j'avais les 4-5 meilleures banques avec les 4-5 meilleurs mandats à ma disposition, avec un produit qu'on peut acheter et vendre du jour au lendemain. C'est idéal pour l'assurance vie. Donc oui, le fonds flexible, c'est vraiment une solution qui est C'est parfaitement vos adaptée aux copains, clients. c'est vos copains qui gèrent long qui vont être contents. Qu'est-ce qu'il fait le CGP alors après? Il vous laisse faire? Oui, mais je pense que c'est assez rassurant finalement pour le client, in fine, On de vous savoir voit, c'est rassurant. qu'il a investi sur un produit qui justement va allouer au mieux de ses intérêts, donc en fonction évidemment d'un cadre de risque, des éléments qu'on a évoqués précédemment. Mais je pense que c'est effectivement la bonne méthode pour les gens qui n'ont pas envie de déloader ou de réinvestir à certains moments. Voilà, c'est un moyen simple. Donc, pour eux. donc ça veut dire, Malik, au fond, aujourd'hui, pour un client final, dans la masse, alors on a multiplié dans toutes les maisons les fonds, hein, c'est très impressionnant hein, quand je regarde aujourd'hui. On a fait ça au fond pour rien, le client final, il va chercher des flexibles et tout va bien, quoi. Mais oui, mais ça, c'est l'engouement après la crise de 2008, où certains fonds avaient perdu 20-25% parce qu'ils étaient benchmarkés. Donc les clients se sont rendus compte qu'en fait, les gérants n'utilisaient pas leur marge de manœuvre. Et c'est là qu'a commencé la gestion flexible, en réalité. Les gérants se sont mis à faire de la faire la réelle gestion. flexibilité alors qu'ils n'en faisaient pas auparavant, sous la pression des clients. Et ça s'est développé au cours des 5 dernières années. Maintenant, je le répète, on va voir dans les prochains mois. Eh bien, on y arrive. C'est bien, vous me faites les transitions, vous êtes trop fort. Hein. Merci beaucoup. Allez, on rentre. Deuxième partie, la plus importante. On en est où? Alors là, on voit bien en ce moment le marché. Et on a beau dire ce qu'on veut, tous les jours, dès que je vois une petite baisse, ça rebondit immédiatement. Donc, personne, tout le monde a envie de rentrer. Moi, j'entends Madame Michu, je la connais bien, je la rencontre tous les jours. Elle me dit, mais ça y est, je peux faire fortune en bourse, grosso modo. Côté taux, ça continue à baisser. Maintenant, il faut payer pour replacer son argent. C'est quand même un comble. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Tiens, je vais commencer par vous, parce que votre patron, il dit qu'on marche sur la tête un peu. Donc, Il dit de faire attention à la raréfaction de la ressource obligataire en termes de collatéraux. Donc finalement, c'est plus technique de parler de bulles. Je pense qu'il y a aujourd'hui, et finalement, c'est ce qui permet d'entretenir peut-être, en tout cas, cette bulle obligataire, c'est le fait que finalement, il y a plus de demandes que d'offres et les prix s'envolent. C'est ce qu'on peut voir très clairement en zone euro. Et c'est ce dont Jamie Dimon se plaignait et signalait que si crise il y a dans les prochains mois, finalement, ce sera dur, même pour nous, gérants flexibles, de trouver des coussins amortisseurs, des éléments pour compenser la volatilité sur d'autres classes d'actifs. Alors, je pense qu'il faut quand même se garder aussi de... D'abord, on sera probablement les derniers à vous annoncer qu'il y aura une crise demain. En général, elle ne s'annonce pas et les économistes ou stratégistes ne sont pas de meilleurs visionnaires en la matière. Par contre, ce qu'on peut nous faire, c'est analyser si celle-ci est justifiée, s'il y a réellement une hystérie, une euphorie. Vous évoquiez des chiffres de 57% de gérants 54, qui sont inquiets. Donc voilà, il y a une inquiétude dans le marché. Je sens personne dans mes contreparties qui est d'un enthousiasme béat par rapport à l'évolution des marchés. Donc il y a une certaine prudence. Donc il n'y a pas d'euphorie comme on a pu l'avoir en 2008. On a des valorisations qui sont aujourd'hui, lorsque je prends l'Europe, 16,3 fois les bénéfices attendus. Avec des fondamentaux qui sont bien meilleurs qu'historiquement. On peut par exemple prendre le leverage qui avait posé tellement de problèmes en 2007, l'endettement des entreprises. On tournait en Europe à peu près 260%. Aujourd'hui, à peu près 170%. Aux États-Unis, 160% avant crise. Aujourd'hui, 100%. Les entreprises sont nettement moins endettées. On paye un petit peu plus cher que par le passé, mais on a des fondamentaux qui sont bien meilleurs. Vincent, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Maurice, tout va bien, si vous me dites tous que tout va bien, là, je pense qu'on ne va pas vous croire. On ne va pas vous croire. On va pas vous croire. Moi, j'entends des gérants, vraiment, quand on parle off. Hein, l'autre jour, il y avait une assemblée de la Chambre, la nouvelle nationale des conseillers en gestion de patrimoine. J'ai fait des tables rondes. Les gérants ils me disaient tout va bien. Et en off, en sortant, ils me disaient top. Comment te dire? Je dois dire ça parce que je ne peux pas dire autrement, mais quand même, j'ai plus trop d'idées. Alors. Je dirais que la richesse de la gestion flexible, c'est de pouvoir investir sur un tas de classes d'actifs et toutes les classes d'actifs ne sont pas valorisées au même niveau. Et donc, si on regarde les actions aujourd'hui, on peut se dire que les actions américaines sont un peu chères, elles le sont un petit peu moins en Europe avec des fondamentaux qui sont bons. Si on regarde le marché obligataire, on a les emprunts d'État qui sont très chers à des niveaux extrêmement bas en termes de taux. Et à côté de ça, on a du high yield ou des emprunts corporate aux États-Unis qui sont correctement valorisés. Et puis surtout, il y a des moyens dans la gestion flexible
comme le fait de shorter par exemple des actions, mais surtout aujourd'hui peut-être des produits obligataires qui permettent de gagner de l'argent finalement, quelle que soit l'orientation des taux d'intérêt. Donc il ne faut pas se dire les obligations. Si les taux passent il y a tous une en territoire bulle négatif et que et tu j'en veux shortes pas. trop, Il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est ça l'intérêt de la gestion flexible, c'est par exemple si aujourd'hui on est convaincu que les taux vont remonter, eh bien on va se mettre short sur un emprunt américain ou un emprunt allemand à 5 ans, à 10 ans, et on en profitera si les taux remontent. C'est ça en fait l'intérêt de la gestion flexible, c'est d'avoir au sein d'un même portefeuille différentes stratégies qui vont être décorrélées, qui vont protéger le client en phase de perturbation sur les marchés. Malik, vous êtes d'accord? Bien sûr. Moi, j'ai entendu, j'ai vu Là- chez un confrère, j'ai vu un confrère site internet aujourd'hui qui parlait de l'un de vos confrères, je veux dire Vincent Strauss aujourd'hui, qui disait mais aujourd'hui on est en crise, il y a plein d'argent, mais en fait on va avoir des crises de liquidité, on va de plus en plus vers le risque et on achète de plus en plus n'importe quoi. Mais oui, mais c'est les politiques monétaires non conventionnelles C'est ce qu'il qui dit. poussent les investisseurs. Mais la deuxième question, et ce qu'il disait est vrai, c'est à la gestion de flexible aujourd'hui de faire ses preuves et d'aller rechercher les actifs qui semblent les plus attractifs. Mais la véritable question aussi, c'est qu'on manque de repères parce que quand j'entends dire oui, le marché européen se traite à 16,3, est-ce que c'est cher ou pas cher? Mais on n'est pas au même environnement de taux qu'on avait il y a 5 quand ou le 7 plan ans. sécu rapporte plus rien, effectivement, est-ce que Alors, les PER vont est-ce dire quelque est-ce que chose 16,3 c'est cher aujourd'hui ou pas? C'est la vraie question. Et très honnêtement, j'ai du mal à y répondre. Parce que moi-même, je n'ai pas ces repères-là. Pour que ça soit pas cher, il faudrait vraiment que les entreprises européennes délivrent des croissances de bénéfices à venir au-delà de 15, 16, 17%. On espère qu'elles vont les atteindre. Elles ne les ont pas atteintes au cours Mais des... au-delà d'espérer et de faire des incantations, vous y croyez, vous? Je pense qu'on a un environnement aujourd'hui qui permet en tout cas d'être un peu plus optimiste sur la zone euro. Mais pour autant, je ne m'attends pas à une progression des indices encore de 20%. Non. Parce que, alors là, c'est qu'on a des bonnes surprises économiques au niveau de la croissance, on a des earnings des entreprises qui explosent et qui dépassent les attentes. Et on est dans un monde quand même où on est rentré dans un monde où la croissance économique va stagner. On n'est plus à des niveaux de croissance mondiale de 4%, 3,5%. En tout cas, avec tout ce qu'ont fait les banques centrales, regardez où se situe la croissance économique mondiale. Donc il y a des problèmes structurels, ce plus des problèmes conjoncturels. La crise a eu... Alors vous allez où? Alors j'anticipe sur tout à l'heure, mais quelle classe d'actifs? Au fond, si on a ce niveau de crise là, à part un peu essayer de jouer dans un sens ou dans l'autre, c'est super dangereux. Il n'y a plus rien qui peut être sécure, non? Pas sécure. Oui, que ça devient, on arrive dans des zones dangereuses sur l'obligataire, sur les actions, comme le disait mon collègue, oui, les États-Unis pour nous c'est cher. Il y a peut-être une zone qu'on oublie un peu parce que c'est l'Asie émergente qui nous paraît peut-être un peu plus attractive, excepté la Chine, hein, mais l'Asie émergente parce que les taux américains, je ne pense pas qu'ils vont remonter fortement et ça aidera l'Asie à redécoller. C'est l'Arlésienne. Hein. Donc, oui, nous, on a réduit l'exposition sur l'obligataire, on a réduit l'exposition sur les actions fortement de plus de 20 points comparé à février dernier, parce qu'on on aimerait avoir une petite respiration sur les marchés. Alors, quand vous réduisez l'exposition, on va venir à Gilles, mais quand vous allez où? Le cash aujourd'hui. D'accord. Gilles? Oui, on est assez d'accord. Hein. La française, on ne manque pas d'idées aujourd'hui. Effectivement, même si les niveaux de valorisation de certaines classes d'actifs peuvent paraître un peu chers, on parlait des taux, enfin, on pourra parler des taux corps euros. C'est une conviction. On travaille chez nous en fait avec des comités spécialisés qui en fait hiérarchisent les différentes classes d'actifs et émettent des degrés de conviction en fait sur chaque classe d'actifs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a moins envie d'avoir de la duration sur des taux corps euros. On considère que c'est très cher. C'est un message assez récent. Hein. C'est le dernier comité qui le publie. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont assez tangibles. Après, il y a plein de leviers aujourd'hui, l'Asie émergente, la dette émergente, le high yield euro, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, il reste encore des High sources yield euro, de... je ne peux pas m'empêcher de le faire. À chaque fois qu'on me parle de high yield, je dis avant on appelait ça junk bonds. Hein. Non, mais voilà, donc c'est quand même aller prendre du risque. Hein. Oui, là aussi, on n'est pas dans le même environnement. Enfin, on a des mais c'est joli high yield, je veux dire, ça fait beaucoup plus joli. Et c'est beaucoup plus de risques. Oui, mais alors après, c'est toujours pareil. Il faut monitorer ça, construire ça dans sa construction de portefeuille. Évidemment, on ne va pas déloader de 20% son portefeuille action pour remettre 20% de high yield. On construit ça de manière effectivement argumentée et calibrée. Mais effectivement, il reste encore des choses à faire sur... et comme le disait Malik, hein, dans la configuration où on n'a plus d'idées, ou en tout cas les idées sont vraiment moindres, on peut effectivement augmenter la poche de cash. Et c'est ce qu'on a fait nous aussi assez récemment. D'accord. Georges, quelques questions, puis on démarre sur l'obligataire hein, aussi. La vraie crainte qu'ont les internautes, c'est la dépendance du gérant et de se dire comment est-ce que vous serez capable de vous dire un jour, il faut tout vendre, c'est la crise où ça va mal.
et il faut qu'on se protège. Et donc, en gros, quel garde-fou est-ce que vous avez? Dépendance à qui? Non, c'est le fond. Alors, c'est au fond, on se dit, c'est la question. On revient sur notre partie d'avant, mais c'est les auditeurs qui ont la parole. La question, c'est est-ce qu'il y a une méthodologie ou au fond, est-ce que la gestion, c'est vous avez du talent, messieurs, et confiance. Comment ça marche? Est-ce que vraiment c'est le gérant? Parce qu'on peut se dire ça, à un moment donné, on était benchmarké, on disait après c'est du stock picking. Aujourd'hui, est-ce que donner de la flexibilité, c'est dire j'ai un type très talentueux qui sent le marché, ou est-ce qu'il y a une vraie méthode? Comment ça se passe? Je pense que c'est plus jamais un one-man show. Enfin, corrigez-moi si je me trompe. Enfin, on n'a plus de gérants individuels qui gèrent ce genre de portefeuille. Ce sont des équipes pluridisciplinaires qui, en effet, sont spécialisées chacune dans leur domaine. Une SICAV comme Global Income investit dans des obligations convertibles, des actions préférentielles, la dette émergente en Asie, aux États-Unis. Il était impossible pour un gérant d'être omniscient et de gérer des portefeuilles qui font parfois plusieurs dizaines de milliards de dollars ou d'euros. Donc ce sont des équipes pluridisciplinaires, donc il y a quand même un autocontrôle dans les comités d'investissement. Ça veut dire qu'on extrait le meilleur de chacun d'eux et qu'il y a réellement une analyse critique de la situation. Et que si en effet, et nous par exemple, nous allouons du cash au sein de poches internes portefeuille, la poche émergente, la poche action et ainsi de suite. Si nos gestionnaires, je dirais, qui s'occupent de ces matières spécifiques, estiment que dans leur environnement respectif, eh bien, ils ne trouvent plus d'opportunités ou que c'est trop cher ou que nos critères de rendement ne sont plus atteints, eh bien, il est rétribué élu sur sa performance, sur la qualité de son avis, pas sur l'argent qu'il a dans sa poche. Donc voilà, ça permet d'avoir réellement, là, en tout cas, un processus de gestion qui est orienté vers la préservation du capital, vers la performance du portefeuille. Alors Brice, si on dit que c'est plus, vous allez nous dire comment c'est chez vous, mais si on dit que c'est ça au fond, plus on va avoir des équipes larges dans chaque établissement, plus tout le monde va faire la même chose, on va moyenner tout, non? Je pense que toutes les maisons ont des process et des techniques de gestion qui sont différentes. Vous ne pouvez pas gérer un fonds flexible dans une petite boutique de 10 personnes comme vous pouvez gérer un fonds flexible chez JP Morgan où vous avez des dizaines de gérants et d'analystes. C'est quoi la différence entre une boutique et MNG? Je dirais que c'est, encore une fois, c'est le process. Nous, on a une boutique qui s'appelle Gestion Flexible chez MNG avec une dizaine de personnes. C'est une boutique. À l'intérieur du groupe, c'est une boutique, c'est 10 personnes qui gèrent à peu près 5 milliards d'euros avec un process de gestion éprouvé depuis maintenant 15 ans. Et ce process de gestion, il est basé sur les valorisations, sur l'analyse des mouvements rapides sur les prix des classes d'actifs, avec derrière une construction de portefeuille adaptée au profil de risque du client et du fonds. Mais derrière, il y a matière à aller chercher de l'expertise obligataire, de l'expertise immobilière, de l'expertise convertible, d'actions, etc., qui sont situées dans le même immeuble. Mais il y a quand même un cœur au niveau du réacteur, une équipe de 10 personnes qui se réunit tous les jours pour essayer de comprendre ce que font les marchés et prendre des décisions qui s'imposent pour répliquer une analyse, une conviction. 10 personnes, ça ne décide pas. Il y a bien quelqu'un qui, à un moment donné... Enfin, si on se met à... On est combien autour de cette table? 3, 4, 5, 6. Je suis sûr que si on essaye de décider, on va avoir du mal. Donc, il faut bien quelqu'un, à un moment donné, qui dit, bon, allez, j'appuie sur le bouton là, non? Si tu veux, chez nous, l'équipe, elle a grandi ensemble depuis 10 ans. Donc, c'est des gens qui arrivent à avoir des idées différentes de temps à autre. C'est une famille, on s'engueule dans les familles. Ils ont tendance un peu à converger quand même vers la vision du monde. Et donc, la même philosophie est adaptée un peu à tous les portefeuilles. Ces gens-là travaillent ensemble, ils ont une technique de gestion. Encore une fois, c'est 10 ans de travail ensemble qui semble fonctionner. Maintenant, derrière le fonds, il y a quand même un gérant qui prend la décision à la fin de la journée. Voilà. Gilles, on a eu l'occasion de se rencontrer sur une interview en face à face et vous avez l'air d'une question très structurée. Donc, est-ce que c'est le talent ou la structure qui fait la différence? Je ne crois pas au talent individuel, effectivement. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui ce dont on puisse parler dans ce type de gestion. On travaille tous dans des structures plus ou moins grosses, mais avec des process qui sont bien calibrés désormais, avec des expertises bien individualisées. Et on s'appuie justement... Moi, j'ai tendance à dire que je suis un pur généraliste et que je m'appuie sur les compétences des spécialistes avec qui je travaille. Donc, c'est ça, en fait. On a vraiment une approche un petit peu en râteau où on explore tout le champ des possibles et puis on finit par arriver à un portefeuille. Moi, j'interviens plutôt sur la partie construction du portefeuille. Et quand je dis moi, c'est une équipe de 10 personnes là aussi. On est à peu près dans le même type de configuration. Je ne sais pas comment on fait pour s'entendre à 10. Mais on s'engueule, forcément. On s'engueule évidemment, mais on arrive à trouver des compromis et effectivement, on arrive à calibrer les portefeuilles. Malik, vous êtes avec Laetitia, vous faites tous les deux Non. Non, mais nous, on a un modèle, on a un comité d'allocation d'actifs qui se réunit tous les mois, qui fait des prévisions sur les différentes classes d'actifs sur 3 mois. Mais notre particularité, c'est qu'on gère avec ce qu'on appelle des scénarios de marché. On essaye, sur un horizon de 3 mois, d'avoir autant d'imagination que le marché pourrait en avoir et de voir qu'est-ce qui pourrait se passer à 3 mois. Par exemple, aujourd'hui, on a 3 scénarios. Allons-y. Un scénario de croissance mondiale avec des surprises positives, notamment en zone euro.
Un deuxième scénario de mauvaise interprétation par les marchés du discours de la Fed sur la remontée des taux. Et le troisième, qu'on a introduit le mois dernier, c'est un Grec exit. Donc la Grèce qui sort de la zone euro. Et les trois ensemble? Donc, et on attribue, voilà, c'est ça le point important, c'est qu'on attribue des probabilités d'occurrence à chacun des scénarios. Et ça, c'est une décision collégiale. Chacun des gérants, des stratégistes chez CPR vote individuellement et c'est la médiane qui est retenue. Et à partir de ces scénarios-là, on optimise un portefeuille en tenant compte de ces trois La scénarios. sortie de la Grèce, ça intéresse du monde, là. C'est Oui. quoi? Vous avez vu que les bookmakers ont fermé les. Nous, on a mis fermé les carnets 15%, d'ordre, hein. 15% de Oui. probabilité. Alors à Londres, vous avez vu aujourd'hui, les bookmakers, on était à 35, donc ils ont fermé les carnets parce que c'était trop. 3 pour 3 contre 1. Et donc voilà, il n'y a pas un gérant qui va D'accord. décider dans... Moi j'ai l'impression que c'était vous, avec votre Non, caractère. non, il y a qui une décidez. équipe. Après, s'il n'y a pas, s'il y a pas accord, Ouais. parce que après, Bah, moi, il y a au pas cours de de problème. la semaine, on peut changer nos allocations, parce qu'on a de nouvelles idées, il y a de nouvelles informations qui arrivent. On en discute entre nous, entre les gérants. S'il n'y a pas d'accord entre les gérants, bien sûr, c'est le patron qui va finir par trancher. Mais c'est une gestion collective, c'est ce que je voulais vous... Merci messieurs. Avant de rentrer dans vos allocations, parce que ça va très vite, on a déjà fait une demi-heure, il nous reste un quart d'heure, donc je vais vous demander où vous en êtes vraiment aujourd'hui sur vos fonds, mais quand même, je voudrais qu'on parle de l'obligataire, parce que ça c'est vraiment la trouille de tout le monde, donc je voudrais faire un petit tour de table sur l'obligataire. On a vu un truc, là, ça n'existe pas. Il faut payer aujourd'hui pour placer son argent en Suisse. Et on a même vu, je crois, j'écoutais ça sur BFM, que des gens dans les pays nordiques pouvaient emprunter à titre perso à taux négatif. Donc très faible, mais négatif. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Enfin, moi, en tant qu'Auvergnat, je ne comprends pas ça, et je ne pourrais jamais le comprendre. Donc, est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un paradigme qui va tout faire péter et qui entraînera tout le marché? C'est une situation jamais vue, évidemment, dans l'histoire. Je pense que tout le monde s'accorde à le dire. Donc, on n'a évidemment pas toutes les réponses aux questions qui sont posées. Ah oui, mais j'ai besoin de réponses. là. Voilà. Alors, qui est sur revalorisation, c'est très clair. Finalement, on n'a jamais payé aussi cher pour de la dette et les fondamentaux sous-jacents des États qui les émettent n'ont finalement jamais été aussi mauvais, ou en tout cas se sont quand même cette dernière décennie détériorés, si on voit les ratios Ben oui, d'endettement, c'est les incroyable. déficits publics et ainsi de suite. Donc ces valorisations ne sont pas justifiées d'un point de vue fondamental. Maintenant, que se passe-t-il au niveau mondial? Et je faisais référence à mon patron Jamie Dimon, il y a une raréfaction de la ressource obligataire. On a des banques centrales qui en achètent massivement. On a la Fed qui, malgré peut-être une normalisation de politique monétaire, reste assise sur un matelas de 4 500 milliards de dollars d'obligations. La BCE aura prochainement, d'ici un an et demi, 3 000 milliards d'euros. La Bosch dans les mêmes banques centrales japonaises dans les mêmes dynamiques. Oui, Ce la qui Bosch, fait faut que préciser, parce que- au niveau mondial, il y a une raréfaction de la ressource obligataire. Chez nous, que ce soit notre desk monétaire jusqu'aux gens qui gèrent des liabilities des fonds de pension, trouver des papiers, c'est vraiment des obligations, c'est très très difficile. Il y a un mismatch au niveau mondial qui est d'ailleurs très très dommageable Oui, mais aux est-ce fonds que de c'est pas qu'il pension. y a trop d'argent à un moment donné? Mais donc, ça veut Ça dire vaut- qu'il y a une Brice, bulle, peut-être. mais cette Ouais. bulle va être encore entretenue pendant un certain temps parce qu'il y a toujours plus d'acheteurs Oui, mais que de c'est vendeurs. une bulle, Brice, c'est une bulle. Enfin, quand on dit il y a trop d'argent, alors on ne sait pas où le mettre. Alors je le mets là, effectivement, je ne sais pas quoi en faire, mais c'est une bulle, non? Je ne sais pas si on peut parler de bulle, parce que les banques centrales sont aux manettes et jusqu'à présent, elles ont plutôt bien géré la situation. Donc, Oui, nous, ça, en c'est fait, quand par on tombe rapport... de l'immeuble, on dit ça, mais vous savez. Non, mais jusqu'à présent, elles ont fait le Oui, boulot. jusqu'à quoi. présent, tout La va bien. Fed, elle a bien fait le boulot aux États-Unis. Oui. Et la C'est vrai, BCE, c'est vrai. elle fait le boulot aujourd'hui un peu tard peut-être, mais elle le fait quand même en Europe. Donc nous, on part du principe que les taux sur les emprunts d'État sont très bas, très très bas. Donc on a des positions short. Donc Non, mais négatif, oui, attendez, Non, mais- très bas. oui, mais Quand c'est d'accord. négatif, On c'est pen- plus- on pen- on c'est pense- une autre histoire. On pense qu'il y a plus à Voilà. gagner, plus à Ouais. perdre qu'à gagner, D'accord. à être long sur les taux. Donc qu'est-ce qu'on fait sur un fonds flexible? C'est l'intérêt On y arrive, hein. du débat Ouais. d'aujourd'hui. C'est qu'on est short sur les emprunts d'État. Mmh. Ça veut dire qu'on gagnera de l'argent si les taux remontent. D'accord. Et on est long sur du crédit, notamment sur le marché américain. D'accord. Où là, on a des rendements de 4-5%, notamment sur le yield américain, qui sont a priori correctement valorisés, compte tenu des fondamentaux, qui sont plutôt bons finalement par rapport à la croissance aux États-Unis. Mais sur les emprunts d'État, on estime qu'ils sont à des niveaux qui sont trop bas, et donc on est short tout simplement. D'accord, très bien, c'est clair. Est-ce que, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que je me souviens l'an dernier, d'ailleurs, un fonds qui a très bien réussi, mais l'an dernier, on disait c'est déjà ça, on est déjà au taquet, c'est déjà fini. Et puis on a fait une année. Est-ce qu'on pourrait aller s'enfoncer dans le négatif Et alors là, avec le short, on serait pas bien. Ah non, Ouais, bah, ouais. tu l'as- Est-ce qu'on pourrait imaginer ça Le Japon l'a fait pendant longtemps. Voilà. Donc est-ce qu'on pourrait continuer en Europe Ah, on a l'exemple japonais. Hein.
Moi, j'ai la conviction que le 10 ans allemand sera négatif d'ici l'été. Nous avons des positions longue duration, peut-être pas dans Globalicom, mais dans la plupart de nos fonds. Je pense qu'on est à 9 points bas. Parler de négatif, c'est qu'une question presque de semaines. Je pense que la France, on verra, mais on sera peut-être pas loin du zéro ou autre. La BCE va acheter 190% des émissions nettes d'obligations dans l'année. On achète un truc arrive. dans un pays, alors on parle de la France, tiens, qui se dégrade quand même en termes de finances publiques, alors qui a une capacité, c'est à lever l'impôt. Alors on dit génial, les Allemands, ils ne veulent plus emprunter, donc on va chercher de l'emprunter. Mais est-ce que ça peut durer aussi longtemps? Oui, comme le Japon, ça peut continuer. Ça ne pose pas de souci. Non, la différence entre le Japon et la zone euro, je pense, et on espère que c'est ce qui va se matérialiser, c'est qu'avec l'action qu'a entreprise la BCE, on va sortir du risque qu'on avait de déflation. Et ça devrait amener les anticipations d'inflation à monter. Et on espère que les taux repasseront largement et rapidement positifs. Il ne faudra pas que ce soit trop violent, du coup. Il ne faudra pas que ce soit trop violent. Gilles, vous avez vu que Mais il y a la BCE, en zone euro, ce ne sera pas violent. La BCE est là, certes, mais vous avez vu que le FMI dit attention les assureurs. Enfin, il y a beaucoup. On sent bien que ce risque de remonter des taux un peu trop violents, ça pourrait aussi faire mal, non? Oui, c'est on sûr, conclut là-dessus. On est dans un contexte inédit, donc effectivement, on a une banque centrale qui a fait quelque chose qu'on n'avait jamais vu antérieurement. Donc effectivement, la valorisation aujourd'hui, elle nous semble un petit peu chère sur la partie notamment taux corps. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, on a plutôt des durations en relatif ou en absolu qui sont passées négatives. Mais effectivement, le mouvement, on n'est pas capable de le jauger et de dire ça va s'arrêter à tel moment. Il y a des possibilités. On sait toujours que dans ces marchés un peu irrationnels, on a parfois des exubérances et on a parfois des distributions qui nous emmènent un peu plus loin que ce qu'on avait imaginé en fait. Très bien. En tout cas, la BCE a dit qu'elle n'avait aucun problème pour acheter les 60 milliards par mois. Hein. Donc la BCE, donc on est là pour longtemps. Sauf si les anticipations d'inflation remontaient fortement et que la croissance s'améliorait, il n'exclut pas à ce moment-là, si tout va dans le bon sens, d'arrêter le QE. Hein. Mais malheureusement, malgré du QE massif au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, on n'a pas vu les attentes d'inflation repartir à la hausse durablement. Et ça, c'est évidemment un problème global, ce manque d'inflation, malgré du QE massif, c'est quelque chose qui va encore nous accompagner pendant un temps. Messieurs, merci Georges. Une batterie de questions sur maintenant, alors vraiment, ce que nous demandent les auditeurs sur quelles sont les positions des gérants. Oui, on demande quelles sont vos positions et on va assez loin parce que est-ce que vos fonds pourraient remplacer du fonds en euros? Donc vraiment. Ça dépend lesquels, oui, effectivement. Oui, non, mais on a un spectre assez large, mais comme il y a beaucoup de questions, on va essayer de les réfléchir un peu. Et ensuite, peut-être quelques grilles de lecture pour pouvoir comparer vos différents fonds et comparer les différentes dispositions. Alors, on y arrive. Chacun votre tour. On va commencer par Brice, je ne vais pas toujours faire dans le même ordre. Aujourd'hui, au fond, quels sont vos niveaux d'exposition? Au clair, dans quel sens ça va? Parce que quels sont les niveaux? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Quelle est votre posture de marché? Et qu'est-ce que vous conseillez au fond? Parce que vous avez une gamme, donc là on peut parler de vos fonds. Sur quel fonds il faut aller? Aujourd'hui, celui qui veut prendre un risque extrêmement faible, chez nous, il va pouvoir souscrire un fonds comme Optimal Income, où il n'y a tout simplement quasiment pas d'action. Une volatilité de l'ordre de 2%, un risque extrêmement faible. On n'est pas en train de garantir le capital comme peut le proposer un fonds en euros, mais on a un risque de perte qui est extrêmement faible. Ensuite, on a le nouveau fonds, le fonds Prudent Allocation, qui est un fonds qui va monter jusqu'à 35% en actions. Aujourd'hui, on est autour de 20% en actions. Par rapport au mois dernier, enfin, c'est tout récent. Actuellement, le poids des actions... Donnez-moi l'évolution, ça intéresse tout le monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur le fonds Dynamic Allocation, c'est celui qui a le plus d'historique. On a démarré l'année avec à peu près 52% d'actions, et là, on est à 46%. Donc, on est en train de réduire progressivement la sensibilité au risque action dans les 3 portefeuilles flexibles que nous avons aujourd'hui. Et cette réduction, elle va vers le cash? Elle va vers du cash, vers des obligations corporate, vers de la devise. On aime bien aussi les devises. Hein. C'est un moteur de performance extrêmement intéressant. On a vu le dollar s'apprécier de manière extrêmement rapide. Aujourd'hui, vous faites quoi sur les devises, par exemple? On est aujourd'hui, par exemple, le fonds Dynamic Allocation Fund, il est à 78% en euros, parce que je rappelle qu'on gère pour des clients en euros. Donc ça laisse 22% d'exposition aux devises, notamment sur le dollar. Très bien. Gilles? Chez nous, on a des convictions aujourd'hui qui sont assez marquées sur des actifs qui sont plutôt étiquetés, on va dire, risk-on. Donc, effectivement, que ce soit les actions européennes, les actions émergentes, les actions japonaises, on est négatif taux corps euro, le high yield, le crédit. On peut focuser un tout petit peu sur les actions. Quand même, vous descendez l'exposition. Absolument. Vous dites on est focusé, mais en descendant. Mais parce qu'il faut bien comprendre les mots en un sens. Absolument. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'était la suite de ma réponse. C'est que comme tous ces actifs sont aujourd'hui très corrélés, et compte tenu des niveaux de valorisation, en fait, ça nous a encouragé depuis un mois et demi
permis à réduire de manière assez significative l'enveloppe action. On a dû réduire de l'ordre de 20 points à peu près. On a gardé ce prisme. Oui, c'est significatif, mais je pense que c'est le reflet de ce qu'attendent les clients en matière de flexibilité, de capacité justement à prendre des bénéfices quand cette gestion patrimoniale dont on parlait au tout début de l'entretien, c'est un peu ça aussi, c'est être capable de prendre des bénéfices à ces moments-là. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'actifs décorrélants dans les portefeuilles. C'est aussi ça qui nous encourage justement à réduire le niveau de risque global des portefeuilles. Pas beaucoup d'actifs décorrélants. Malik, vous êtes d'accord là-dessus? Oui. Ouais. Oui, c'est la grosse problématique du moment, c'est de trouver des actifs totalement décorrélés qui nous permettent de contrôler, en tout cas de mieux contrôler le risque du portefeuille. Donc, comme tous mes camarades, nous aussi, on a réduit l'exposition. Vous avez beaucoup collecté, enfin comme tous d'ailleurs, on voit beaucoup de collectes sur les marchés. Vous faites quoi de cet argent? Vous réduisez l'expo? Oui, après une hausse de 20% des marchés actions sur un trimestre, moi, depuis que je gère, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, il faut se poser la question. Il y a un gérant qui me disait on va faire 2 fois la mise cette année, enfin on va faire 2 années en une. Alors ça, c'est pas exclu, mais on passera par une petite correction. Ça, c'est pas exclu si vraiment on s'oriente dans un environnement vraiment très positif sur la zone euro, où on a des révisions qui continuent à la hausse sur la croissance économique, parce que tout s'enclenche bien, les rendez-vous des entreprises sont bénéfices. Oui, 40%, c'est pas exclu à la fin de l'année, si tout s'enclenche bien. Voilà, Si la Fed arrive aussi à bien manager sa politique monétaire, en tout cas son discours, et qu'en Chine, il n'y ait pas explosion de la bulle. Voilà, si, avec des si. Mais oui, il y a beaucoup de si, mais c'est des risques qui persistent aujourd'hui. Vincent, pardon, mais pareil, vous en exposition. Non, je vais aller un peu à contre-courant. Je veux dire qu'objectivement, on a plutôt dans la marge haute de notre exposition action. On a, montante donc, hein? Oui, enfin en tout cas dans les fluctuations, on est dans des hauts niveaux en termes de poche action. Globalement, on est toujours surpondéré action et on n'a pas diminué le poids. Finalement, on a discuté aujourd'hui d'un certain nombre de classes d'actifs. L'obligataire de l'aveu de tout le monde, on est sur quelque chose qui est très cher, qui ne rapporte pas. L'obligation d'action, on est sur quelque chose de moyennement cher, qui rapporte. Nous avons un objectif de trouver des dividendes, de trouver des générations de revenus. Aujourd'hui, même si je suis bear sur les actions européennes, les actions américaines, j'estime que dans les 2 prochaines années, je n'ai rien à attendre et avec de la volatilité, une correction peut-être dans le mois ou 2 qui viennent, une reprise et ainsi de suite. J'aurai un flux de rendement sur le CAC 40, sur le BEL 20, sur les indices européens, qui sera compris entre 3 et 5%. Ça, je suis sûr. Mon coupon aujourd'hui, si cet été j'achète une obligation à 10 ans allemande, je suis sûr qu'avec mon taux négatif, dans 10 ans, j'aurai non seulement perdu le pouvoir d'achat avec mon inflation, et j'aurai une perte sur mon nominal. Donc aujourd'hui, c'est vrai, et c'est le paradoxe de nos articles décorrélés. Aujourd'hui, moi, je suis plus à l'aise avec mon portefeuille action qu'avec mon portefeuille obligataire. Donc, quelque part, j'ai presque envie de dire, pour dérisquer mon portefeuille, paradoxalement, j'ai peut-être plus intérêt à aller vers l'environnement action, parce que là, au moins, j'ai un flux de revenus qui va compenser la volatilité sous-jacente. C'est intéressant. Là, on voit qu'on a, chez les gérants flexibles, en fait, il y a 2 paris. Hein. Il y a ceux qui disent j'ai gagné pas mal. Et grosso modo, je protège un peu, hein, j'ai fait mon premier trimestre et puis j'attends de voir. Puis ceux qui disent, ce que je disais tout à l'heure, on va faire 2 années en une, donc on y va à fond, et puis il n'y a que ça au fond qui... Je ne prédis pas 2 années en une. Non. Attention, je pense qu'il faut avoir des attentes de rendement tout à fait mesurées par rapport au niveau actuel. Il ne faut pas qu'il y ait d'expansion de multiples. Je ne suis pas euphorique sur les marchés. Je dis simplement que dans les opportunités qui sont à ma disposition, est-ce que c'est prendre un risque de taux important sur les actifs survalorisés qui pourraient me coûter très cher en cas de remontée des taux, ou est-ce que c'est prendre un risque relativement mesuré d'un point de vue valorisation et d'avoir un revenu confortable pendant l'intervalle. Et là, ça, c'est le choix que nous posons. La dernière question en bas, là, peut-être, Georges. Et puis après, on a 30 secondes pour chacun pour nous dire, tiens, si votre maman devait investir, sur quel fonds elle va chez vous? Non, on nous dit effectivement, tout le monde entretient le rêve de la hausse de marché. Est-ce qu'on peut encore y croire pour 2015? Malik a répondu tout à l'heure. Il dit, mais grosso modo, est-ce qu'on a fait l'année, là? Ou 2 années en une. C'est quoi votre scénario? On a fait un très beau début d'année, effectivement. Aujourd'hui, on arrive à un point d'inflexion avec une saisonnalité des résultats qui va donner un petit peu le ton. Donc voilà, je trouve que le côté capitaliser un peu sur les gains acquis et puis attendre de voir un petit peu si ce momentum macro qu'on vient d'observer sur la zone européenne se déverse dans les résultats des sociétés, je pense que c'est assez sage. D'accord, donc c'est une bonne idée, Brice. Au fond, moi j'ai des clients aujourd'hui avec ce qu'ils ont gagné. Je ferme la boutique et je pars en vacances. Moi, je dirais simplement qu'avec l'inflation et les taux où ils sont aujourd'hui, il faut accepter simplement que pour les mois qui viennent, il faut accepter de gagner moins que par le passé. Quoi. Il faut arrêter de gérer avec un rétroviseur. Ça, c'est très, très dur. Il ne faut pas gérer avec un rétroviseur. Vous imaginez pour les gens aujourd'hui, il y a ceux qui avaient les fonds euros qui n'acceptent pas que ça baisse. Et quand vous les amenez vers du risque, ils ont tellement gagné là qu'aujourd'hui, on le voit. Et c'est très difficile. Est-ce qu'on va arriver à être sage? Eh bien, c'est ma dernière question. Chacun votre tour. À votre maman,
Vous lui conseillez Moi, quoi chez vous? j'avais déjà dévoilé Voilà. en tout cas le sujet. Je l'ai Rappelez le clairement. fond quand même. Du JP Morgan Global Income, ma maman a presque 65 ans. Elle a finalement, et je lis nos statistiques démographiques, une chance sur deux d'atteindre 90 ans. Donc elle a un bel horizon d'investissement devant elle, des besoins inhérents à sa tranche d'âge, des besoins en tout cas d'une vie épanouie, de voyage, de consommation et autres. Et elle a besoin de revenus complémentaires à l'heure où les systèmes de retraite traditionnels sont parfois challengés. Eh bien, les marchés offrent. Merci, je crois qu'elle va vous avoir entendu. Voilà. On la salue. Brice, pour votre maman, qu'est-ce que vous lui conseillez? Bah, je vais lui offrir un tout nouveau fonds, qui est un tout nouveau bébé, là, qui va valoriser pour le premier jour, le 23 avril. Voilà, c'est un nouveau produit, le Prudent Allocation. Voilà, c'est ça, hein, vous y êtes. hein. Un produit prudent, équilibré, plein de bon sens. Très bien. Gilles? Bah, je pourrais vous parler, Votre fonds, vous? je pourrais conseiller effectivement mon fonds ou pour les porteurs qui cherchent effectivement un produit dans un environnement PEA. On vient de lancer un petit PEA flexible en fait à la française, qui est donc le pendant en fait de patrimoine flexible. Avec la fiscalité. Exactement. Malik, allez, on en a 3 à choisir. Il faut Bah, on fait un choisir panachage des 3. En plus, le dernier dynamique est PEA depuis juin dernier. Donc Oui, j'ai voilà. vu ça. Non, mais on fait un panachage, non, allez. Vous voulez pas choisir, hein? Non, Choisir, je c'est vais pas faire renoncer. non, c'est pas. Choisir, Je c'est vais faire des renoncer. mécontents chez mes collègues, mais celui qui a le plus de flexibilité, en tout cas, et qui peut jouer justement ces à-coups de marché qu'on attend, c'est réactif. Très bien, eh bien merci beaucoup, on est pile on time. Georges, merci. Il y a eu beaucoup de questions, on a dû gérer, c'était une première table ronde flexible. On a appris beaucoup. Je pense qu'on va en faire une dans l'année quand même parce qu'on va avoir besoin, dans les mois qui viennent, en fonction des scénarios que nous fera suivre Malik, de comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup et comme dirait Bogdan, portez-vous bien, ou gardez-vous bien.